Une fois qu'on a touché le fond, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, on finit par se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, mais finalement, qu'est-ce qui réellement me ferait rêver dans ma vie? Qui je suis réellement? Pourquoi je suis là? Et en fait, quand on s'aime réellement intérieurement, on devient libre de soi-même. Parce que quand il n'y a plus aucune barrière et qu'il n'y a plus aucune lutte intérieure, c'est comme si l'absence de lutte laissait place enfin à la liberté. Et il a fallu que j'expérimente tout ce voyage pour me rendre compte qu'en fait la liberté ne m'avait jamais quittée, que c'était à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la vraie liberté. Je dois dire bonjour? Je peux dire bonjour. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Charlotte Hoffmann. Alors j'ai 26 ans, je suis actuellement ce qu'on pourrait appeler une SDF nomade. Alors c'est-à-dire que je n'ai pas d'habitat fixe, je suis une nomade, clairement. Je vis dans des Airbnb et chez des amis et je me déplace dans la France entière pour mon métier qui est d'enseigner le yoga, transmettre et enseigner le yoga. Ça fait 4 ans que je pratique le yoga tous les jours et j'ai décidé d'en faire mon métier il y a environ 1 an. J'enseigne le yoga de manière ponctuelle sur des journées, des week-ends et des retraites d'une semaine. Et en parallèle de cette activité-là, je suis également thérapeute. Alors thérapeute alternative, même si j'aime pas du tout ce terme. On va dire que je fais des soins, disons, énergétiques et chamaniques. Je pense qu'on reviendra plus précisément sur ce que c'est plus tard. En détail. Et aussi voyageuse, tu ne l'as pas précisé. Alors oui, je suis également une grande voyageuse, baroudeuse. J'ai fait un voyage initiatique de 2 ans. C'est ce voyage-là d'ailleurs qui m'a conduit à changer de vie il y a 4 ans maintenant. Donc un voyage de 2 ans, je suis partie seule avec mon sac à dos à travers le continent asiatique. Continue, t'inquiète pas, c'est plus authentique comme ça. Ok, d'accord. Donc je suis également une grande voyageuse. Oui, le voyage fait partie de ma vie et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je continue le voyage en France, qu'il soit aussi bien physique en me déplaçant qu'intérieur. On n'a pas dit on était, mais on est à Lille du coup. On est à Lille, t'habites à côté de Lille. Hein. Ah oui, donc on est à Lille. Oui. On est à Lille. C'est l'endroit où je suis née. Hein. Initialement, c'est quand même l'endroit où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, avant de partir sur Lyon. Alors, je sais pas s'il faut que je raconte ma vie ou pas. C'est ton podcast, fais ce que tu veux. Alors en gros, comment expliquer ma vie? Je vais l'expliquer de manière simple. J'ai eu une vie très classique jusqu'à mes 22 ans. Donc j'ai été diplômée, j'ai eu mon baccalauréat, mention très bien. J'étais un peu l'élève parfaite, donc mention très bien. Derrière, j'ai été acceptée à Sciences Po. À Sciences Po, j'ai eu un master de management des organisations et d'ingénierie des partenariats publics-privés. Attention, voilà. Et donc voilà, j'ai suivi comme ça un cursus très parfait, avec des mentions dans tous les sens. J'ai enchaîné derrière j'ai tout de suite commencé à travailler derrière mes études parce que j'avais fait ma dernière année de master en alternance. Et donc je travaillais dans l'entrepreneuriat social. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce sont des entreprises au service du plus grand nombre. Donc ce sont des dirigeants d'entreprises qui, au lieu de créer juste des entreprises pour gagner de l'argent, vont créer des entreprises, certes pour gagner de l'argent, mais aussi et surtout pour répondre à des grands enjeux de société, que ce soit au niveau humain ou au niveau de l'environnement. Donc j'ai travaillé dans un réseau qui s'appelait le MOVE, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, et qui visait à fédérer tous ces entrepreneurs dans un mouvement. Et moi, je pilotais la région Rhône-Alpes de ce mouvement. Donc j'avais pour mission de fédérer, faire grandir et animer cette communauté d'entrepreneurs sociaux. T'avais une vie toute tracée, quoi. J'avais une vie toute tracée, c'était passionnant. Alors quand j'en parle encore aujourd'hui, on voit que je suis toujours très passionnée par ça. Et j'en ai d'ailleurs fait une branche de mon métier, j'expliquerai ça plus tard. Mais voilà, donc la vie était tracée, j'avais mon appart à Lyon, tout allait à 100% nickel, j'étais ultra passionnée par ce que je faisais, je me levais le matin, je me couchais le soir, j'avais des journées et des semaines à 70 heures, je faisais que bosser en fait, j'avais que ça dans ma vie. Et puis un jour, le déclic, malheureusement, je tiens à le dire, c'est que souvent les déclics dans la vie, ils ont tendance à être un peu forts et un peu impactants pour vraiment faire réagir les personnes, parce qu'on est tellement dans un système et tellement dans un cercle qu'en fait, tant qu'il n'y a pas un événement vraiment déclencheur et parfois très impactant, on ne change pas de direction.
Et donc moi, ça a été un événement assez fort puisque mon père est décédé. J'avais 22 ans à cette époque et c'est ce décès qui m'a permis de m'arrêter. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre sur Terre qui m'aurait permis de m'arrêter. J'ai été malade à plusieurs reprises, j'ai eu plusieurs problèmes de santé X et Y, j'ai eu plein de choses qui auraient pu m'arrêter. Mais c'est vraiment ce décès qui est venu m'arrêter, dans le sens où j'avais tellement d'énergie qu'en fait, il n'y avait rien sur Terre, hormis le décès d'un de mes proches, qui pouvait me permettre de stopper cette activité. Et c'est le jour où je me suis arrêtée que j'ai pu prendre conscience de tout ce qui se passait dans ma vie, et donc du coup de réfléchir par rapport à qui je suis, et qu'est-ce que je veux faire réellement de ma vie, et qu'est-ce que c'est que la vie. Donc ça a été le début, la renaissance. Pourquoi t'as tout plaqué? Comment ça s'est passé? En gros, j'étais, alors je sais pas si les personnes qui m'écoutent auront déjà eu cette expérience dans leur vie, mais quand on a un événement comme ça impactant, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on se détachait de notre corps. On a tellement un traumatisme qu'on n'arrive plus à être dans la société. Moi, j'avais un métier où j'étais tout le temps en relation avec tout le monde. Mon métier, c'était de parler, d'interagir, de rassembler, d'animer. Et en fait, je me suis retrouvée dans une espèce de bulle entre les deux, ce qui n'était plus vraiment dans mon corps, comme si j'étais à l'ouest complet. J'étais comme en flottement quelque part dans l'univers. Je savais pas très bien où à l'époque. Maintenant, je comprends mieux ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Mais en fait, c'était impossible pour moi de continuer à discuter avec des gens, d'avoir cette énergie que j'ai toujours eue, qui me caractérisait bien. C'était comme si d'un seul coup, il y avait une partie de moi qui était partie avec ce décès. Et j'étais incapable de continuer à faire ce métier. Donc j'ai démissionné, ça a été la première chose que j'ai faite, parce que j'ai pas pu continuer. Mon employeur a été hyper compréhensif, ça s'est très bien passé. Et ensuite, il s'en est suivi 6 mois, où je n'ai rien fait. J'avais rien de prévu. Le matin, je me levais et je faisais ce que j'étais en capacité de faire. Donc ça a été 6 mois où je suis tombée en dépression, j'ai fait le deuil de mon père, ça a été quand même particulièrement difficile. Et en même temps, ça a été la plus grande opportunité de ma vie, parce que pendant ces 6 mois, j'ai pu vraiment me poser sur moi-même, prendre du recul. Et en fait, quand on est au fond du trou, il n'y a pas 36 milliards de solutions pour rebondir. Une fois qu'on a touché le fond, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, on finit par se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, mais finalement, qu'est-ce qui réellement me ferait rêver dans ma vie? Qui je suis réellement? Pourquoi je suis là? Et en fait, c'est à ces questions-là qu'on arrive une fois qu'on a touché le fond. Et moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, ça a été quels étaient mes rêves d'enfant? Parce qu'en fait, j'avais perdu tellement tous les repères de la Charlotte que j'étais à ce moment-là. C'était comme si d'un seul coup, il n'y avait plus de Charlotte, que j'ai fini par me dire, mais en fait, il faut que je me remémore quelque chose que j'ai été et qui a toujours à l'intérieur de moi, mais qui revient de bien plus loin que ce que je suis aujourd'hui. Et ça a été pour moi les rêves d'enfant. Et quand je me suis posé cette question-là... là, je me suis revue à 7 ans, du haut de mes 7 ans, dire à ma mère oui, bon maman, maintenant, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, j'en ai ras-le-bol. Moi, les cadeaux, c'est bon, j'en veux plus, les poupées, les machins, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresserait par contre, c'est que tu m'ouvres un compte en banque et puis tu me mets de l'argent plutôt que dépenser ça dans des cadeaux. Et puis avec cet argent, tu verras un jour, maman, je irai faire le tour du monde. Et bon, elle avait éclaté de rire parce que du haut de mes 7 ans, ça la faisait marrer. Et je me suis rappelé de ça à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ouais, ok, c'est peut-être le moment d'y aller, en fait. Et comment ils ont réagi, ton entourage? Ils n'ont pas compris. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, c'est ça? Ils n'ont pas compris parce que bien évidemment pour moi c'était très clair que, alors ce que je dis souvent c'est que ça a été un appel du cœur. Parce qu'en fait, vu que j'avais plus rien d'autre de possible dans ma vie à ce moment-là, ça a été finalement la seule voie où je me suis dit mais en fait c'est ce qui va me permettre de m'en sortir. C'était ça ou clairement, je me faisais interner dans un hôpital psychiatrique parce que j'étais vraiment dans un état psychologique quand même hautement dépressif. Et j'ai vu ça comme une bouée de sauvetage, comme vraiment, c'est la seule voie qui va me permettre de continuer à avancer dans ma vie. Donc quand j'ai pris cette décision, bien évidemment, ce qui était logique, c'était de partir seule parce que je voulais faire un vrai voyage intérieur, un voyage sur moi et un voyage avec moi-même pour me permettre de me découvrir. Et donc quand j'ai annoncé ça à ma mère, à ma famille, la première réaction, ça a été « mais tu vas quand même pas partir toute seule, t'es une femme ». Enfin voilà, ils ont d'abord eu très peur. Et puis après, je me suis dit, ouais, c'est bien, effectivement, bon, moi, de toute façon, je partirai seule, mais j'ai pas envie de partir pour partir. Et j'ai pas envie de voyager pour voyager. Il faut qu'il y ait autre chose qui me tienne, il faut que je crée une démarche derrière tout ça. Il faut que je crée un projet qui va soutenir cette idée de partir. Et en fait, c'est quand j'ai créé l'Épicurieuse, avec cette idée, vraiment, l'Épicurieuse, c'était
Alors, épicurieuse, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est épicurienne, curieuse et rieuse. Voilà, c'est 3 adjectifs qui me qualifient plutôt bien. C'est ma mère qui l'a trouvé d'ailleurs, ce nom, d'ailleurs. Hein. Donc c'est quand même pour montrer qu'elle a fini par s'impliquer dans le projet et par accepter la démarche. Et l'idée, c'était de dire, je pars voyager. L'idée, c'est de me découvrir, comme beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui partent voyager pour se découvrir. Et je pense que c'est un excellent outil pour se découvrir. Mais je vais aller me découvrir en m'engageant et en m'impliquant pour les autres. Et pour des projets sociétaux que je vais découvrir dans les pays où je vais voyager. Et en fait, quand j'ai présenté cette démarche autour de moi, le regard des gens a commencé à évoluer. Et ils se sont dit, ouais, elle part pas juste pour voyager, parce qu'ils avaient peur que je me perde finalement. Et quand j'aurais expliqué, mais non, je pars avec cette démarche, j'ai créé l'association, j'ai créé des choses, ils ont vu le truc, ah bah ouais, en fait, elle est sérieuse, et en fait, c'est un peu sérieux son truc, on va la laisser partir. Voilà. Tu peux en dire un peu plus de où t'es partie et ce que t'as fait? Alors du coup... l'épicurieuse, alors où je suis partie, ça a été... Alors, faut que je raconte cette histoire parce qu'elle est juste trop drôle. Non, mais vraiment trop drôle. En fait, je savais pas où partir. Parce que, je sais pas pour vous, hein, mais moi, je suis quelqu'un qui est très global. Donc, c'est-à-dire que j'ai envie de tout découvrir d'un coup. C'est très dur pour moi de choisir. Choisir, c'est renoncer. C'est quand on choisit un pays, on renonce aux autres. Quand on choisit une voie dans sa vie, on renonce aux autres voies. Donc pour moi, tous les choix dans ma vie, ça a été extrêmement difficile. Et notamment ce choix-là. Quand je me suis dit, bon ok, je pars, c'est bien gentil. À un mois du départ, je ne savais toujours pas où je partais. Et là, je me suis dit, le cas est critique, parce qu'en fait, il y a quand même plus de 200 pays sur Terre. Et en gros, je passais d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, à peu près tous les 4 matins, quoi. Donc ma mère, elle en pouvait plus. Un matin, je me levais, je disais, ouais, maman, là c'est bon, je suis sûre, je pars au Costa Rica. Et puis le surlendemain, je disais, ah non, finalement, ça sera le Tibet. Ah non, finalement, ça sera l'Argentine. Ah non, finalement. Bon bref, tous les jours comme ça, je revenais avec un nouveau pays. Puis j'arrivais pas à me décider, et puis j'avais fini par me décider sur l'Afrique. Donc je voulais partir en Afrique. Et en fait, je me décide sur l'Afrique, je me renseigne, il y avait une mission humanitaire, je crois que c'était au Tchad. Non, pas au Tchad, c'était... bon, je me rappelle plus le pays. Et donc je prends contact avec un local sur place, on s'entend bien, il avait une asso, je pouvais m'y engager, donc je commence à prendre contact et à me décider à partir. J'allais prendre les billets d'avion, et puis c'était le soir, et je me dis, bon, la nuit porte quand même conseil, je prendrai les billets d'avion le lendemain matin. Et cette nuit-là, je m'endors et je fais un cauchemar horrible. J'étais en Afrique, hein, dans une Jeep, alors à ciel ouvert, hein, on était dans une espèce de petit camion, et en fait, on avançait à fond dans le désert. C'était une espèce de course-poursuite. Et en fait, tout le monde mourait sur l'expédition. Et moi, j'étais paniquée complètement. Et je me suis réveillée en sueur, en mode oh, jamais de ma vie, je partirai en Afrique. Ouais. Et ça a été le lendemain matin. Et je me suis dit, bah merde et tout. Mais c'était quoi ce rêve? Mais c'était tellement horrible. Je me suis réveillée avec ce rêve dans la tête que je me suis dit, non, je ne peux pas partir en Afrique. Ça me fait trop flipper. Donc, je me suis dit, bah mince et tout. Bah, je sais plus où je pars. Puis j'ai fini par me dire, bon, je lâche prise, parce que ça fait déjà 3 mois que je rebondissais d'un pays sur l'autre tous les matins. Donc je lâche prise complet. Et puis la nuit d'après, je refais un rêve. Et là, le rêve, c'était phénoménal. D'ailleurs, quand j'y repense, c'était magnifique. Le rêve, j'étais dans l'Himalaya. Ouais. Et en fait, il y avait des montagnes tout autour de moi. Alors, je ne connaissais pas l'Himalaya à ce moment-là. Donc il y avait toutes ces montagnes magnifiques, l'Everest, etc. Et puis je me dis, waouh, c'est magnifique, mais c'est où ce lieu? Et le lendemain matin, je me réveille, et je me réveille avec Himalaya dans la tête. Donc je google, parce que je savais pas très bien où c'était, je vois Himalaya, et puis je tape Everest, tout ça, et puis là je tombe sur le Népal. Et là je me dis, ouais, bah en fait c'est là qu'il faut que je parte. Alors je ne connaissais pas le Népal, je ne savais même pas le localiser sur une carte, j'en avais entendu vaguement parler qu'il y avait eu un séisme là-bas, et qu'effectivement c'était une population X ou Y. Et donc je me dis, bah très bien, je pars au Népal. J'ai pris les billets dans la minute et je suis partie 3 semaines après, j'ai atterri au Népal. C'est un peu fou ton histoire. Et en fait, c'était pas un hasard, parce que quand je suis arrivée au Népal, je suis arrivée exactement la date anniversaire du séisme. Il y a eu un grand séisme au Népal en 2015 qui a totalement ravagé le pays. Katmandou s'est retrouvé totalement enterré et toute la vallée de Katmandou avec. Ça a également impacté certaines régions d'Inde. Enfin, ça a été un très très gros séisme, 7,3 sur l'échelle de Richter. Et faut savoir qu'au Népal, les maisons sont pas du tout construites comme chez nous, donc tout s'effondre et c'est une catastrophe. Et donc je suis arrivée 1 an après. Et en fait, très très loin de m'imaginer que ça allait être encore dans cet état.
En fait, tout était encore détruit. Tout avait été laissé comme ça, pour compte. Parce qu'en fait, ils attendaient de l'argent des ONG, ils attendaient de l'argent du gouvernement pour reconstruire. Quand t'es partie, tu savais ce que t'allais faire là-bas ou t'es Non. pas partie comme ça? Et je suis partie comme Ok. ça, en fait. Ok. J'avais pas repéré d'association, j'avais juste repéré une agence de voyage alternative qui permettait de réaliser des voyages un peu sur mesure. Moi, ça m'intéressait bien, des voyages proches de l'être humain, aller visiter des tribus, des communautés ancestrales dans des régions de l'Himalaya. Donc je m'étais rapprochée du directeur de cette agence, j'avais ce point d'appui-là, et puis j'avais réservé une nuit d'hôtel, quoi. Bon voilà, je débarque dans ce espèce de chaos. Alors, je sais pas si des gens qui m'écouteront sont déjà allés à Katmandou, mais c'est un espèce de chaos que nous, on peut pas imaginer en tant qu'Européens. C'est totalement éclectique. Et je suis arrivée là-dedans, et là je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Et en fait, ce qui m'a d'abord vraiment impacté tout de suite, ça a été le fait que tout était encore détruit. Et là, directement en arrivant, en mettant le pied à Katmandou, je peux pas savoir pourquoi, je me suis dit, je vais faire quelque chose, je vais mener une action pour les aider à reconstruire. Je peux pas, moi, personnellement, commencer à mettre des briques, mais par contre, ce que je peux faire, et c'est vraiment dans ma capacité, c'est cibler un endroit, donc cibler une petite région, une petite aire de Katmandou, un village, parce que ça fonctionne par district, et puis lever de l'argent pour les aider à reconstruire. Et ça a été directement, ça a été un clac qui a fait clac dans ma tête tout de suite. Et en fait, moi qui aimais énormément la rando, j'étais partie quand même avec l'idée de faire une rando. Et donc je me suis dit, mais en fait, si je fais une grosse rando, je peux tout à fait réussir à lever de l'argent via une campagne de crowdfunding pour les aider à reconstruire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec cette agence de voyage un peu alternative à organiser un voyage sur mesure, où l'idée c'était d'aller gravir 5 sommets au-dessus de 5000 mètres dans la région de l'Everest, sachant que à chaque mètre monté, je demandais 1 euro. Et donc je levais ainsi 5000 euros. Et 5 fois 5000, c'était quand même impressionnant pour la plupart des gens en Occident qui n'ont jamais été dans la région de l'Everest. Et c'était assez impressionnant pour que les gens se disent « Waouh, bah, je vais lui donner 1 euro. » quoi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à lever 5000 euros et à aider à reconstruire un village au sud de Katmandou qui s'appelait Kokana. Je te laisse boire ton thé, il va refroidir. Il va refroidir. Thé vert à la rose. Il y a une signification, le rose, parce que t'aimes le rose, c'est ça? Ah bah c'est parce que là, les personnes ne me verront pas, mais je suis quand même habillée intégralement en rose aujourd'hui. Non, ton haut, il est un peu blanc. Et, ouais, mon haut, il est blanc. Mais le bas est rose, l'écharpe est rose, et le thé, j'ai pris un thé vert à la rose. Et bien sûr, l'emballage du thé est rose. Et moi, mon thé est rose. Et on est quand même dans un salon où les canapés sont roses. Pourquoi le rose, d'ailleurs? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Bah, le rose... Et alors en plus, il y a des gens avec nous là dans le café qui rigolent bien de m'entendre parler, qui se foutent de moi un petit peu. Alors le ridicule ne tue pas, c'est l'avantage. Le rose, c'est la couleur du cœur quand même. C'est la couleur de l'amour et du cœur. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça que c'est l'une de mes couleurs favorites. C'est ça, quoi. T'es connecté à cette énergie-là, quoi. Ah, complètement. L'énergie du cœur. On en discutera de toute façon, l'énergie. Et c'était quoi les meilleurs moments que t'as eu là-bas, du coup? Alors, faut savoir que j'ai voyagé pendant... Alors, j'étais partie, j'avais rassuré ma mère, bien sûr. Je lui ai dit, maman, t'inquiète, dans 6 mois max, je suis de retour. Là, en fait, ça a été bien plus court que ça. Je suis rentrée après 3 mois. En fait, je suis restée 3 mois au Népal, et le Népal m'a totalement... à la fois m'a ouvert le cœur, et à la fois m'a brisé le cœur. Parce qu'en fait, c'était tellement beau et tellement horrible en même temps, et je sortais d'un décès, et j'avais sous-estimé le process de deuil. Je pensais vraiment, en fait, en partant, que ça y est, c'était bon, j'avais fait le deuil et que je pouvais y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au Népal, j'ai pleuré tous les jours, pendant 3 mois, tous les jours. Je trouvais forcément une excuse pour pleurer. Donc c'était soit la petite grand-mère trop mignonne dans la rue, c'était soit la petite vache qui traversait la route, c'était soit le petit enfant qui courait et qui venait me faire namasté. Il y avait toujours une raison pour que je pleure. C'était plus des larmes d'inspiration, quoi. C'était des larmes de beauté. J'ai été vraiment impactée quand je dis que le Népal m'a ouvert le cœur, c'est parce que en fait, j'ai côtoyé des gens pendant 3 mois qui n'avaient rien, vraiment rien, parce qu'en plus ils sortaient d'un séisme, donc ils n'avaient même plus de maison. Certains n'avaient plus d'électricité ni d'eau, voire plus rien à manger. Et en fait, ils gardaient cette joie de vivre, cette beauté, cette petite lumière dans les yeux. C'était comme si j'avais des diamants à l'état brut en face de moi en permanence. Et ça m'a énormément inspirée. Ça a été comme un effet de réflexion sur moi. Parce que moi, je suis arrivée avec tous mes filtres. Vous savez, toutes les couches qu'on se met en tant qu'occidentaux, parce qu'on a peur d'être. On aime bien surtout paraître, parce que être, c'est compliqué. Donc on se met plein de petites couches pour surtout pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, la petite pépite qu'il y a à l'intérieur de nous. Et en fait, quand je me suis retrouvée confrontée avec ces gens qui étaient juste des pépites, j'ai été obligée de retirer mes couches.
Et j'ai été obligée de me confronter face à eux avec cette pépite que j'avais à l'intérieur de moi. Et en fait, quand on retire les couches, c'est comme si on retirait une partie de soi, une protection, et c'est extrêmement émouvant. C'est déstabilisant, c'est stressant, mais en même temps, c'est tellement beau que, en fait, je me suis retrouvée pendant 3 mois à interagir comme ça, et donc à traverser énormément d'émotions, à apprendre énormément de choses sur moi-même. Je me rappelle de personnes, de Népalais que j'ai rencontrés. Je suis quand même tombée amoureuse d'un Népalais, il faut quand même le préciser. C'est dire comment je suis tombée amoureuse de ce pays. Ces gens m'ont renvoyé une image de moi qu'on m'avait jamais renvoyée auparavant. En fait, en Occident, je pensais être la Charlotte, avec beaucoup d'énergie, très masculine, toujours de l'avant, un peu écrasant les autres finalement, parce qu'avec une telle énergie, c'était ça qu'on m'a renvoyé. C'était oui, Charlotte, c'est un peu le bulldozer, quoi. Elle marche et puis elle écrase sur son chemin. Et en fait, arrivé là-bas, on m'a renvoyé l'image de Charlotte féminine, dans la douceur, la bienveillance, la gentillesse, l'altruisme. Et c'est une image qu'on m'avait jamais renvoyée de moi, en fait. Et j'ai eu l'impression de me redécouvrir, et c'est comme ça que je dis souvent que ça a été une renaissance. Je suis renée à moi-même. Et en ça a été extrêmement impactant. Et ça a été si fort qu'en fait, au bout de 3 mois, je me suis dit... Et puis il y a eu tellement d'événements aussi. J'ai été malade, parce que forcément, quand on retire toutes ces couches qui nous ont protégés pendant toutes ces années, on s'ouvre à laisser. C'est comme si on créait des brèches à l'intérieur de nous. Donc il y a des choses qui se mettent à l'intérieur. Et donc c'est comme ça que j'ai attrapé la dingue, c'est comme ça que j'ai failli me faire violer, c'est comme ça que j'ai eu le mal des montagnes, j'ai failli faire une syncope à 5000 mètres d'altitude, j'ai failli me tuer sur le camp de base de l'Everest. Enfin, il y a eu plein de grandes peurs aussi. Je me suis confrontée à la mort. J'ai eu des moments très difficiles au Népal. Et tout ça mélangé, en même temps le plus beau et le plus dangereux en même temps, a fait qu'en fait, au bout de 3 mois, j'étais explosée. Et je me suis dit, là, je ne peux pas continuer. J'avais un peu perdu confiance en moi, parce que je savais plus très bien qui j'étais. Parce qu'en fait, vu que j'avais retiré tous ces filtres, et que j'avais l'impression d'être une personne différente, mais en même temps, j'avais encore les croyances de l'Occident, je me disais, je sais plus où j'en suis, il faut que je rentre. Donc je suis rentrée chez moi au bout de 3 mois. Et en fait, c'était un voyage en Islande. Rapidement, bien sûr, au bout de 15 jours passés chez moi, j'ai compris que c'était pas là qu'il fallait que je reste. Et donc, j'ai pris mon sac à dos, ma tente, et je suis partie faire le tour de l'Islande à sac à dos et à pied. Et là, ça a été la renaissance numéro 2, parce qu'en fait, proche de la nature, je me suis ressourcée. J'ai repris confiance en moi, parce que, en fait, dans les moments où on ne sait plus très bien qui on est et où on va, c'est extrêmement important. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'une des clés que j'ai trouvées par rapport à ma personnalité. C'est la nature qui va me remettre sur les rails. Parce que la nature, elle ne juge pas. Elle va juste être là comme un reflet de nous-mêmes, si on sait l'observer, si on apprend à l'observer. Et en ce sens, être dans la nature m'a permis vraiment de reposer les bases de qui j'étais et de me réancrer dans la matière. Et en ça, j'ai terminé l'Islande, je suis restée 1 mois, ça a été extraordinaire, mais extraordinaire. J'ai vu les volcans, les geysers, enfin tout, c'est magnifique l'Islande. Et en rentrant chez moi, j'ai dit à ma mère, c'est bon, je repars. Je sais exactement comment je dois repartir, je sais à présent qui je suis. Et j'ai lâché le sac à dos. Vous savez, le sac à dos, tu sais, le sac à dos avec lequel j'étais partie, avec la famille, avec les problèmes, avec le père décédé, avec tout l'éducation, toutes les croyances, tout le sac à dos hyper lourd que j'avais pris la première fois quand j'étais partie au Népal. Là, je me suis dit, lui, je le reprends pas, je le laisse chez moi parce qu'en fait, il ne m'appartient plus. Je l'enterre dans mon jardin et je pars avec mon vrai sac à dos, c'est-à-dire celui de mon sac à dos actuel, c'est-à-dire qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée parachutée en Mongolie en août 2016. Et là, ça a été exceptionnel. Et en fait, là a commencé le vrai voyage. Et pendant 9 mois, j'ai voyagé comme ça. Donc j'ai fait la Mongolie, ensuite, alors un voyage pas du tout logique en termes de géographie, mais bon ça, quand on se laisse guider par les signes de la vie, c'est pas forcément logique sur le plan de la réalité. Donc j'ai fait aussi bien la Mongolie, après je suis descendue en Indonésie. Donc en Mongolie, il faut savoir que l'un des moments, c'était ça ta question, l'un des moments les plus forts de mon voyage, ça a été lorsque j'ai pu rencontrer des populations ancestrales, des populations traditionnelles. C'est les moments qui ont impacté énormément la personne que je suis et qui m'ont totalement métamorphosée. Parce que rencontrer des gens qui vivent encore avec des croyances, avec une histoire, avec une tradition qui a su traverser des millénaires et qui sont encore là-dedans, c'est extrêmement impactant. Et qui sont dans la capacité de nous apprendre tellement de choses, en fait, que ça bouscule, en fait. Ça bouscule nos croyances et ça bouscule tout ce sur quoi on s'est appuyé jusqu'à ce jour, depuis notre naissance et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en Mongolie, j'ai eu la chance de me retrouver avec les Tsatanes. Les Tsatanes, ils vivent dans le nord de la Mongolie, près de la frontière sibérienne. Et ce sont des populations chamaniques qui vivent de l'élevage de leurs rennes sous des tipis. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer 1 semaine avec eux.
Faut savoir que c'est une expédition pour aller les voir, hein. C'est 20 heures de bus, 15 heures de jeep et 10 heures à cheval. T'avais prévu d'aller les voir, c'est ça ou... J'avais prévu d'aller les voir, ça s'est présenté à moi. Et en fait, quand j'ai rencontré ces gens-là, je me suis dit, mais je voyage pour ça. Je voyage pour aller rencontrer ces populations-là. Et tout le voyage qui a suivi a été à la rencontre de ces populations. Donc en Indonésie, j'ai pu rencontrer les Sasak, qui sont des populations musulmanes et animistes. Alors là, c'est extraordinaire aussi. Hein. En tant qu'occidentaux, on a du mal à l'imaginer, comment des musulmans peuvent aussi bien être animistes, c'est-à-dire croire dans l'esprit des plantes, des arbres, des ancêtres. Mais c'est un truc de fou, hein. Ça mérite d'être vécu. Donc ça, c'était à Lombok. J'ai également été au contact vraiment dans des familles à Bali. J'ai su expérimenter le Bali traditionnel, on m'a amené dans des cérémonies, j'ai pu voir ce que c'était que l'hindouisme balinais, qui est un hindouisme qui est totalement préservé et totalement différent de l'hindouisme que j'avais pu expérimenter au Népal, ou que j'ai pu expérimenter plus tard en Inde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fascinant en fait, de voir comment ces gens-là ont su conserver leur culture. Après j'ai été amenée à voyager au Népal, en Thaïlande. En Thaïlande j'ai pu rencontrer l'ethnie Lao. Les Lao c'est des populations tibétaines qui ont dû fuir le Tibet suite à la répression chinoise et qui se retrouvent dans le nord de la Thaïlande et qui vivent encore de la plantation d'opium et de la nature complète, quoi. Ils sont totalement animistes aussi, c'est fascinant. J'ai pu faire des treks dans la jungle avec des ethnies Lao, c'était des moments très forts. Et après, tranquillement, je suis repassée par le Népal parce que oui, je suis tombée amoureuse d'un Népalais entre-temps, donc j'ai fait plusieurs allers-retours au Népal et j'ai terminé mon voyage en Inde. Et en Inde, ça a été l'explosion des saveurs. Là, il y a plusieurs moments qui ont été des moments clés, et c'est là où vraiment j'ai compris ce pourquoi j'étais sur Terre. Avec la spiritualité là-bas qui est super forte en Inde. Et, est-ce qu'on dit, enfin j'ai une amie qui est partie voyager en Inde et elle a trouvé un peu le pays un peu dangereux. Est-ce que tu l'as trouvé dangereux aussi ou... Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, en voyageant seule en tant que femme, j'ai eu des merdes. Je l'ai dit, au Népal, je suis allée me faire violer. À Bali, je me suis fait suivre dans la rue, des mecs sur des scooters, on m'a craché dessus. J'ai eu des moments comme ça où aussi j'étais partie en boîte de nuit avec des amis et puis on m'a emmerdée. Enfin, il y avait pas mal de choses comme ça. Et puis il y a un moment, j'en ai eu tellement ras-le-bol que je me suis dit, en fait, je vais apprendre une technique pour me défendre. Donc j'ai décidé en Thaïlande d'apprendre le kung-fu. Donc je me suis retrouvée dans le nord de la Thaïlande, à Pai, hein, pour ceux qui connaissent, et j'ai suivi une semaine intensive d'apprentissage du kung-fu. Un truc de dingue. Hein. Ah, là, je suis sortie avec des bleus parce que le kung-fu, c'est quand même vraiment l'idée de prendre des coups pour endurcir notre corps. Hein. Donc je suis sortie avec des bleus partout. Ça a été une semaine hyper éreintante, mais je suis sortie de là regonflée à bloc. Et en fait, derrière ça, je me suis fait de nouveau embêter par un homme. Et c'était un occidental, hein, dans une boîte de nuit. J'étais avec des amis. Et c'était pas une boîte de nuit, on était en plein air, c'était une soirée. Et il m'embête une fois, deux fois, trois fois. Là, tu fais du kung-fu et tu mets à terre, c'est ça? Je sortais de la formation kung-fu. Et là, le mec, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Soit tu m'embêtes encore une fois et je te fous à terre, soit tu me lâches. Bien sûr, il m'a réembêté une dernière fois. Et en fait, ce qui s'est passé, il faisait 2 mètres de haut, à peu près un quintal. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que je sortais de cette formation et que j'avais énormément confiance en soi, je le dis pour toutes les femmes, le kung-fu c'est extraordinaire parce que ça dépend pas de la taille de vos muscles, hein, ça dépend de l'énergie que vous allez être capable de prendre du sol et faire monter à l'intérieur de vous. Donc quelqu'un de très fin, de très squelettique peut foutre quelqu'un à terre juste en sachant où il faut taper et comment taper. Et en fait, cet homme m'a tellement énervé que j'ai fini par le taper. Et c'est la première fois de ma vie que je tapais quelqu'un d'ailleurs. Je suis absolument pas violente. Et je l'ai tapé au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du cou. Et il s'est retrouvé par terre. Et à partir de ce jour-là, c'est pas compliqué, il n'y a plus personne qui m'a emmerdé. Parce que je pense qu'en fait, il y a eu tellement, pour moi, les techniques de défense, de self-défense, c'est aussi prendre confiance en soi. Et c'est s'émanciper en tant que femme. Et c'est un devoir de la femme que de devoir apprendre à se défendre. Parce que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, il vaut mieux savoir se défendre. Et après, une fois qu'on sait se défendre, on développe cette forme de confiance en soi et d'espèce d'aplomb qui, en fait, effraie les hommes. Et à partir de ce jour-là, le truc le plus dingue, c'est que l'Inde, c'est le seul pays, durant tout mon voyage, où je n'ai pas été une seule fois embêtée. Et j'ai eu aucun problème en Inde. Mais je pense que c'est aussi parce que j'avais suivi cette formation, que j'avais cet aplomb, que j'avais totalement confiance en moi, et que quand quelqu'un essayait, ne serait-ce que d'un regard, de m'emmerder, je savais exactement comment répondre, et je savais directement que l'autre allait baisser les yeux, en fait, et se calmer directement. Et aussi, après, en Inde, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi la différence culturelle. Les Indiens sont particuliers, effectivement, ils regardent les femmes, ils ont des regards très perçants, très insistants, il peut y avoir des moments où ils se rapprochent de toi. En fait, à partir du moment où tu as compris qu'ils fonctionnent comme ça, que c'est dans leur culture et que ça sert à rien de lutter en tant qu'occidental contre ça,
bah, tu te plies aux normes sociales de l'Inde, c'est-à-dire que tu te couvres de la tête aux pieds du matin au soir, même s'il fait 45 degrés, et tu suis le mouvement. Et t'essayes pas de faire ton occidental en Inde, parce qu'en fait, ça marche pas. Parce que les Indiens, c'est une culture qu'il faut vraiment respecter si tu veux voyager sans problème. Donc j'entends beaucoup d'histoires de femmes qui sont agressées en Inde, de problématiques en Inde. Moi, je pense que avant tout, le réflexe numéro 1 en Inde à avoir, c'est de se plier aux règles sociales de l'Inde et aux règles d'habillement aussi. Et ne prendre aucun risque, ne jamais se retrouver seul et ne jamais prendre aucun risque. Alors qu'en Thaïlande, on pourrait dire on va aller à la plage à 22h parce que c'est sympa et on va se baigner. En Inde, en fait, on oublie de se baigner, on va pas à la plage et on évite de sortir après le couvre-feu. C'est des réflexes comme ça à avoir, et en fait, moi, il y a aussi autre chose en Inde, c'est que j'ai voyagé de manière totalement spirituelle. Donc plutôt que de voyager en Inde de manière touristique, en allant d'un lieu à un autre, et du coup d'avoir ces transports où effectivement on est côtoyé à cette population en permanence, j'ai pris le parti de voyager de manière bien plus spirituelle. Donc je suis allée dans des ashrams. Les ashrams, c'est comme des monastères dans la confession bouddhiste, sauf que un ashram, c'est dans la confession hindoue. L'hindouisme, c'est une culture que moi aujourd'hui je perçois comme une philosophie de vie plus que comme une religion. J'en viendrai peut-être à parler de mon rapport aux religions et à la philosophie au sens large, mais c'est une culture qu'on peut vraiment expérimenter dans ces ashrams qui sont des lieux de vie où on va aller expérimenter un rythme de vie et dévouer son énergie à quelque chose de plus grand que nous. En Inde, on parle de gourous. Les gourous, ce sont des maîtres. Un gourou, c'est pas du tout comme la signification de ce qu'on peut avoir en français. Et en France, un gourou, en France, c'est quelqu'un qui va nous manipuler. En Inde, un gourou, c'est un maître spirituel. Un maître spirituel en Inde, c'est quelqu'un qui va guider l'être humain, donc soi, en l'occurrence moi dans ce cas-là, de l'ombre vers la lumière. Donc c'est quelqu'un qui va interagir avec nous pour nous montrer le chemin qu'on doit prendre dans notre vie. C'est quelqu'un qui va comme prendre une lampe torche et aller allumer pour nous permettre de mieux voir les chemins qu'on doit emprunter et aller éteindre l'endroit où il ne faut plus aller. C'est vraiment ça. Et ce qu'on dit souvent dans la tradition hindoue, c'est que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc il y a des gens qui toute leur vie ne vont pas avoir effectivement de maître, de personnes pour les aider dans ce chemin, parce qu'ils ne sont pas prêts à accueillir un maître. Parce qu'ils ont trop d'ego, ou parce qu'ils pensent pouvoir le faire tout seuls, ou pour plein de raisons, ils ne sont pas prêts à accueillir quelqu'un dans leur vie. Et moi, ce qui s'est passé en Inde, qui a été quand même extrêmement perturbant à l'époque, puisque je n'ai pas compris, et qui a été totalement déstabilisant à ce moment-là, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'ashram d'un maître. Ce maître s'appelle Amma. Amma, il y a beaucoup de Français qui la connaissent, parce qu'elle est passée dans beaucoup de films. Celle qui fait des câlins, c'est voilà, ça c'est celle qui fait des câlins. Donc elle est hindoue, donc elle est un peu basanée au niveau de la couleur de peau, elle est toujours en blanc, et elle fait des câlins aux gens du monde entier. Et elle se déplace dans le monde entier d'ailleurs aussi pour faire ses câlins. Et elle a un ashram en Inde. Et je m'étais dit, bah tiens, comme tout rêve de bon français, si un jour je vais en Inde, j'irai dans son ashram. Et je peux pas vous expliquer pourquoi, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais ce matin-là, quand je me suis réveillée, j'ai repensé à ça. Ça m'est revenu dans la tête. Et je me suis dit, mais tiens, mais au fait, mais j'avais dit qu'en fait, si un jour j'allais en Inde, j'irais dans cet ashram. Donc je google machin, et je me rends compte que son ashram est pas très loin de l'endroit où je suis, qu'il faut prendre un bus de nuit, après un taxi, machin. Bon bref, c'était faisable. Et que en plus de tout ça, elle était dans son ashram. Il faut savoir qu'elle est dans son ashram que 2 mois dans l'année. C'est assez rare de pouvoir être synchronisé avec elle. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à arriver dans son ashram avec mon sac à dos. Et c'est là où vraiment j'ai compris quelque chose. On pourrait croire que c'est un hasard, mais est-ce que tu crois au hasard Non. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'existe plus. Alors, c'était bien d'y croire quand même. J'ai bien aimé y croire pendant 22 ans de ma vie. Ouais. Mais aujourd'hui, non, c'est sûr, le hasard n'existe pas. Moi, je crois beaucoup au signe du destin. Donc, c'est-à-dire, je considère tout ce qui m'arrive dans ma vie tous les jours. Et ce que je considère en numéro 1, ce sont les rencontres. Donc, dès que quelqu'un me demande, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, comme toi, Ludovic ? Ouais. Tiens, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? D'ailleurs, ça fait super vite. Je t'ai demandé, je crois que je t'ai demandé mardi et voilà. jeudi. Je pourrais me trouver plein d'excuses en me disant, bah non, j'ai pas le temps, bah non, je suis auto-entrepreneur, il y a ci, il y a ça, machin. Et en fait, je fais jamais ça. Parce que je pars du principe que quand quelqu'un essaye de me rencontrer, ou quand il y a quelqu'un qui m'appelle, ou quelque chose qui se passe avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose il y a une rencontre qui doit se faire, et il y a quelque chose qui va il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Donc je passe ma vie à aller rencontrer des personnes qui me contactent ou quoi que ce soit, et systématiquement, et c'est pas et c'est en ça que je ne crois plus au hasard, c'est à chaque fois des rencontres qui créent des déclics.
que ce soit chez moi, chez l'autre, peu importe, chez plusieurs. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, je me dis, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est comme des signes que m'envoie l'univers, pour m'aider à mieux comprendre le sens que je dois choisir dans ma vie et l'orientation que je dois prendre dans ma vie. Donc je considère tout ce qui arrive. Et je le vois plus comme « Ah tiens, c'est par hasard que c'est en train de m'arriver ». Non, je le vois plus comme « Bah tiens, si ça m'arrive, c'est pour me montrer quelque chose, donc j'y vais ». Et j'essaye sans arrêt d'avoir la conscience de me dire « Qu'est-ce que cette rencontre m'apporte ? Pourquoi est-ce que la vie m'a amené à rencontrer cette personne ? Pourquoi est-ce que la vie m'a amené à tel endroit ?» Récemment, je vais raconter une anecdote quand même pour parler du hasard. Je me décide là, hein, donc ça fait à peu près 1 an que je ne suis pas partie voyager. Et donc, je trépigne d'envie de repartir. Je suis auto-entrepreneur, j'ai créé mon entreprise, c'est plus compliqué de partir. Mais voilà, là, l'hiver approche, on va être au mois de décembre, janvier, c'est le moment des fêtes de fin d'année, les gens vont être en famille, c'est pas le moment où on va faire du yoga. Donc moi, je vois la bonne aubaine, je me dis très bien, je me casse à cette période de l'année. Je pars 2 mois et demi en Amérique latine, parce que j'ai envie de partir en Amérique latine depuis très longtemps. Puis je rêve de l'Argentine, de la Patagonie et de l'île de Pâques depuis que je suis gosse. Donc je me dis, bon bah c'est là où il faut que j'aille. Donc je commence à regarder sur internet, vite, île de Pâques, machin, et puis il se passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je trouve rien. Ça me parle pas. Je suis là, mais c'est pas possible, je comprends pas, ça m'intéresse pas, ça me parle pas, je trouve pas de lieu qui me parle. Je me dis, mais merde, je tourne en rond, et puis au bout d'un moment, je me dis, mais finalement, pourquoi je vais là-bas ? Pourquoi je veux absolument partir en Amérique latine ? Et en fait, clairement, je veux partir en Amérique latine aussi et surtout pour continuer ma formation personnelle en chamanisme. J'en reviendrai plus tard sur qu'est-ce que le chamanisme. Et l'Amérique latine est reconnue pour avoir un chamanisme qui est totalement différent que le chamanisme que j'ai pu expérimenter en Mongolie. Il y a plusieurs traditions dans le chamanisme. Donc finalement, je me rends compte que c'est pour ça que je veux partir en Amérique latine. Donc je tape sur Google « chamanisme Amérique latine ». Là, je tombe sur le Pérou. Et là, je me dis « le Pérou ? J'ai pas du tout envie de partir au Pérou !» Elle me dit, j'ai pas du tout envie de partir au Pérou. Et puis je me dis, bon, Charlotte, si le Pérou arrive dans la barre de recherche, c'est qu'il y a une raison. Regarde le Pérou. Donc je finis par regarder un peu plus de près le Pérou. Je trouve effectivement des formations extraordinaires dans la forêt amazonienne, un truc dont j'avais toujours rêvé. Et là je me dis, mais en fait, c'est au Pérou qu'il faut que je parte. Donc j'acte cette décision, mais je vais pas plus loin dans la démarche. Je me dis, ok, je pars au Pérou. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu pars au Pérou ? Je suis là, je ne sais pas vraiment pourquoi je pars au Pérou, mais je pars au Pérou. Je prends les billets d'avion, je me dis, je pars au Pérou. Et puis il a fallu en fait que j'attende 1 mois pour finalement rencontrer quelqu'un qui était allé au Pérou et qui me dit, mais en fait Charlotte, tu pars au Pérou parce que faut savoir que le Pérou c'est comme l'Inde pour le continent asiatique. C'est devenu une plaque spirituelle tournante de l'Amérique latine. S'il y a un pays très spirituel en Amérique latine, c'est le Pérou. Et c'est là où il y a une concentration de chamans, de yoga et de j'en passe qui est la plus importante en Amérique latine. Ah, je me dis, ah d'accord, ok, c'est donc pour ça que j'y vais. Et c'était quand ça ? Ah bah ça c'était il y a 1 mois. Et je pars dans 1 mois. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà la vie et c'est pour ça aussi de temps en temps on comprend pas pourquoi on aimerait faire un truc, on a décidé d'un truc, mais sauf qu'on l'a décidé avec notre mental, donc on veut absolument aller comme ça. Et finalement la vie nous dit sans arrêt, mais non, tu sais, vous savez, il y a comme des obstacles où on vous met des bâtons dans les roues. Puis on n'arrive pas à avancer, on se dit mais merde, pourquoi j'arrive pas à avancer ? Et finalement quand on accepte de s'arrêter et de regarder avec une différente perspective, on se rend compte que c'est pas ce chemin-là, c'est celui d'à côté, et qu'en fait c'est pas Argentine mais Pérou. Et en fait quand on prend la décision de suivre ça, de suivre ce hasard ou ce destin, après coup on se rend compte de pourquoi on y va. Pas forcément sur le moment, il faut parfois être patient. C'est pas tout de suite qu'on comprend pourquoi est-ce que la vie nous a orientés vers ça, plutôt que vers ce que nous voulions faire au départ. En fait, tu vois ça plus comme un cadeau, en fait. Ah, bah, bien sûr. Tu voir ça comme une calomnie, oui. tu vois. Ah, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand on a des. Enfin, moi, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. C'est quand on a des obstacles qui interfèrent sur notre route, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne route. Est-ce que tu pourrais détailler ce que c'est que l'énergie ? Tu veux que tu aies une bonne énergie, là, je pense. Alors, Ludovic est arrivé ce matin en me disant « Waouh, t'as une belle énergie, tu as toujours cette énergie ?» Bah oui, en fait, tout le temps. Ah, je lui ai quand même confié que hier, j'ai passé un peu ma journée à me reposer. Donc forcément, aujourd'hui, c'est électrique. L'énergie. Alors, oui, il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, l'un de mes axes dans mon métier, c'est d'être thérapeute. Donc quand je dis thérapeute, je travaille effectivement avec l'énergie. Alors, avec l'énergie et le chamanisme. Donc l'énergie, qu'est-ce qu'on entend par énergie ? Vous savez, quand on bouge,
Hein, quand on bouge. Bah, c'est parce qu'on a de l'énergie qu'on bouge. Sinon, on ne pourrait pas bouger si on n'avait pas d'énergie dans le corps. On ne pourrait pas se mouvoir, on ne pourrait pas courir, on ne pourrait pas sauter, on ne pourrait pas crier. C'est bien l'énergie qu'il y a dans le corps qui nous permet de bouger. Quand on a des événements dans notre vie, que ce soit on va au travail le matin, on est super stressé, ou je sais pas, notre mère nous reproche ci, ou il y a telle chose qui nous traumatise, je sais pas, on marche dans la rue pour aller bosser le matin, et puis il y a quelqu'un qui se fait renverser à vélo juste à côté de nous. Vous savez, ces événements impactants, ces moments où on a un peu le souffle coupé, ou la respiration qui s'accélère parce qu'on est choqué par quelque chose. C'est comme si au niveau de l'énergie, il y avait de l'énergie qui se bloquait dans un endroit, qui se verrouille dans le corps. Ça fait comme un verrou, de par la contraction des muscles, de par la contraction et la surprise qu'on peut avoir face à certains événements. C'est comme si d'un seul coup, dans le corps, tout se contractait et tout se rapetissit et se contracte au même endroit. Donc l'énergie, c'est comme si elle se retrouvait verrouillée à un endroit. Et c'est dans mon métier ce qu'on appelle l'origine de pas mal de pathologies. J'ai des personnes qui viennent me voir avec des problèmes de dos, des problèmes de bassin, des problèmes hormonaux, des problèmes de digestion. Et en fait, je me rends rapidement compte que derrière ces problèmes-là, s'il y a une espèce de concentration, un blocage d'énergie à certains endroits dans le corps qui correspond à l'endroit où s'exprime la douleur. C'est des gens qui ont été voir des ostéos, c'est des gens qui ont été voir plein de médecins et qui à chaque fois se rebloquent. Ils comprennent pas pourquoi ça se rebloque et ça se rebloque et ça se rebloque. Et en fait, l'une des origines principales, c'est le stress, parce que le stress vient comme créer un blocage d'énergie au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac. Donc on se retrouve comme avec un verrou à ce niveau-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tout se condense à ce niveau-là, et au bout d'un moment, à force de condenser une forte énergie au même endroit, ça finit par créer une forme de douleur dans le corps. À cela, on ajoute les émotions. Vous savez, quand on a une émotion qui nous traverse, si on libère pas l'émotion, c'est comme si l'émotion allait laisser une empreinte dans le corps. Et donc, au fur et à mesure des émotions qui nous traversent et qu'on ne libère pas, ces empreintes s'ajoutent, et viennent comme créer plein de petites taches noires dans le corps à différents endroits du corps, différents organes. Tous les organes ont une symbolique particulière en fonction des émotions. Et au fur et à mesure, ça vient scléroser cette énergie. Et moi, dans mon métier, je perçois ces blocages d'énergie et je viens débloquer cette énergie qui est stagnante et qui est bloquée à un endroit pour permettre de refaire circuler correctement les fluides dans le corps et donc permettre à la personne de sortir d'une forme de douleur et de sortir de toutes ces rigidités qu'il peut y avoir dans le corps. C'est ça l'énergie. Et c'est comme ça que je travaille moi avec l'énergie. Et le but, c'est quoi? C'est de réharmoniser un corps qui serait déstabilisé. Parce que quand on a un blocage d'énergie à un endroit, c'est comme si on se retrouvait avec une pile qui était beaucoup plus chargée en bas qu'en haut. Et ça déstabilise la pile. C'est comme si la pile, elle pouvait plus tenir droite. Mais c'est pareil, en fait. Si on a trop d'énergie qui est bloquée dans la tête et pas dans le bas, c'est comme si on était une fleur sans racines. C'est un peu l'idée. Donc dès qu'il y a un événement dans la vie qui va arriver, on va se retrouver parachuté dans un endroit ou un autre. Et ce travail avec cette énergie, c'est vraiment de refaire circuler totalement tous ces fluides dans le corps pour permettre à la personne de se réuniformiser correctement et de pouvoir se mouvoir de nouveau correctement, avec une circulation qui est correcte dans le corps. Est-ce qu'on peut dire qu'on est malade, que c'est plutôt notre corps qui nous parle? Ben, bien sûr. Alors moi, dans tout le métier que je pratique, c'est bien évidemment la conception qu'on a de la maladie. Alors il faut savoir que c'est pas parce que je fais de la thérapie alternative que je ne vais pas travailler avec la médecine allopathique. Je ne critique pas la médecine allopathique, même si je pense que voilà, il y a certains champs qui sont pas assez développés dans cette médecine. Moi, l'idée c'est plus de travailler avec. Donc dans la médecine allopathique, on va vous dire, t'as mal à la tête, bah prends un cachet. Hein, tu prends un Doliprane, t'auras moins mal à la tête. Moi, je vais vous dire, très bien, tu as mal à la tête. Je vais aller chercher dans les différentes couches du corps pour savoir d'où vient le mal de tête. Il faut savoir qu'en fait, on a plusieurs couches dans le corps. On a le corps physique, hein, vous savez, la matière, c'est ce que vous voyez. Par au-dessus du corps physique, on a comme une petite couche supplémentaire, qui est la couche plutôt, je vais dire la couche respiratoire et mentale. C'est-à-dire la couche de notre esprit, de nos pensées, de tout ce qu'il y a dans notre tête en permanence. Après cette couche-là, on va avoir une couche qui va être plutôt émotionnelle. Hein, vous savez, toutes les émotions qui nous traversent tout le temps, etc. Et la dernière couche, ça va être une couche plus profonde, qu'on peut appeler la couche astrale, l'âme, l'essence même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous au plus profond? Et en fait, quand on a une maladie qui s'exprime à travers le corps physique, donc la couche physique, nous, dans ma façon de moi de voir les choses, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans les différentes couches avant ça. Donc on va d'abord aller creuser au niveau mental. Est-ce que cette personne qui a mal à la tête a beaucoup de pensées? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a beaucoup de choses dans la tête? Est-ce qu'elle est tracassée par quelque chose? Si oui, par quoi?
cette chose, comment on peut aller régler l'origine de ce problème-là? Est-ce que ça va être son travail? Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut changer certaines choses dans son travail? Est-ce que ça va être, je sais pas, la maladie d'un de ses proches? Après cette couche-là, on va aller voir, est-ce que cette personne n'aurait pas plein d'émotions qu'elle serait en train de ressasser et qu'elle est en train d'évincer et d'essayer de mettre dans une petite partie de sa tête pour pas les voir? Donc je vais aller demander à cette personne, est-ce que vous traversez des moments difficiles? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce qui pourrait expliquer des maux de tête, parce que les maux de tête, c'est la tête qui s'exprime, parce qu'il y a un trop-plein dans la tête. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un trop-plein? C'est parce qu'il y a une surcharge au niveau du corps, au niveau du mental et au niveau émotionnel. Et donc on va aller creuser comme ça. Et en allant désamorcer toutes ces petites couches, on va aller mieux comprendre pourquoi le corps s'est exprimé de cette manière-là. Parce qu'il a encaissé telle émotion, parce qu'il y a tel souci qui est stressant dans la vie, parce qu'il y a telle problématique avec le boulot, parce qu'il y a telle problématique avec la grand-mère, par exemple. Hein, ou il y a telle problématique avec mon âme. C'est-à-dire, je fais un métier qui ne correspond pas du tout avec le métier que je devrais faire dans cette vie, qui ne me parle pas, et je me lève tous les matins avec une lourdeur et une non-envie d'aller travailler, et du coup ça crée une forme de déprime permanente. Donc il y a plusieurs problèmes qui viennent se mettre les uns à la suite des autres, et la manifestation, comment le corps va parler de ce problème, c'est avec des migraines. Et les migraines sont là pour me faire arrêter de travailler, parce que quand j'ai une grosse migraine, je ne peux plus travailler, parce que la migraine est ophtalmique, et je dois me retrouver dans une pièce sombre, et je dois m'arrêter, c'est obligatoire, je ne peux plus lutter contre. Donc est-ce que ça serait pas le corps qui nous dirait juste arrête de travailler, parce qu'en fait on aimerait bien que tu t'arrêtes pour que tu prennes conscience que ce que tu fais, c'est pas ce que tu es censé faire. Parce que ça crée ça dans ton corps, ça crée du stress, ça crée ces émotions-là, et ça te déstabilise totalement. Donc en ça, le corps vient nous parler pour nous permettre de remodifier certains paramètres et certaines décisions ou certains choix qu'on a pris dans notre vie. Et en ça, le corps est l'expression même d'un mal qui est bien plus profond. Quand tu me parles de ça, ça me fait penser au burn-out. Ouais, complètement. Ton corps qui te parle et qui te dit de... Complètement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec des burn-out et qui ont fait de la psychothérapie, de la psychanalyse ou d'autres techniques et qui s'en sortent pas parce qu'en fait, le burn-out, il se limite pas à la couche du mental. Il va dans la couche bien plus profonde de l'âme. Les gens qui sont en burn-out, c'est des gens qui en fait ont pris une direction dans leur vie et qui en fait à un moment se retrouvent face à un mur et ce mur, c'est le burn-out. Et en fait, ils vont continuer à buter contre le mur parce qu'ils ont envie de continuer sur ce chemin, mais en fait, le mur est tellement grand et tellement bien érigé qu'on ne peut pas passer au-delà. Et ce qu'il faut faire, c'est demi-tour et prendre le chemin d'à côté. Et le chemin d'à côté, c'est une destination qui est totalement différente. C'est un autre métier, c'est une autre vie, c'est une autre façon de concevoir la vie. Donc c'est les gens qui sont confrontés au burn-out, il n'y a pas 36 milliards de solutions. C'est soit ils se guérissent avec des cachets, et puis effectivement ça va mieux, mais ils auront toujours une forme de déprime latente à l'intérieur d'eux, soit ils vont se dire, bah non en fait, c'est tellement gros que moi, là, aujourd'hui, ce burn-out, il va me montrer qu'il faut que je change de vie. Et il change totalement et radicalement de vie. Comment ça t'est venu, cette idée de transmettre toutes tes connaissances? Ça m'est pas venu comme ça. Ça a été ce qu'on pourrait appeler un appel du cœur, une guidance, une vocation. En Inde, j'ai suivi différents types d'enseignements quand j'étais dans cet ashram. J'ai rencontré différentes personnes, différents thérapeutes, qui tous ont convergé dans la même chose. Et tous m'ont dit la même chose. J'ai rencontré des astrologues, j'ai rencontré plein de choses. Je suis partie dans des médecines très ésotériques parce que je pense que j'avais besoin d'aller chercher ça. Et ça que je devais aller chercher, c'était ma vocation. C'était pourquoi je suis là sur Terre. Et la réponse qu'on m'a donnée et que j'ai comprise et que j'ai mis du temps à incarner parce que c'est pas évident à 24 ans de comprendre ça. Non, j'avais 22 ans à l'époque. C'est qu'en fait, moi, je suis là pour soigner et guérir et pour transmettre tous ces outils, pour améliorer la santé et la vie des gens, pour leur permettre de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, pour leur permettre de vivre leur vie avec la liberté d'être, la liberté qu'il y a à l'intérieur d'eux, qu'ils ont perdue, parce que le rythme de la vie fait qu'on oublie qu'on est libre, et on s'enchaîne dans des routines, on s'enchaîne dans des croyances, on s'enchaîne dans une vie qui n'est absolument pas la vie. Et mon métier, en fait, c'est d'aller retirer toutes ces chaînes et d'accompagner les personnes de l'ombre à la lumière, plus ou moins. Alors, je prétends pas du tout être un maître, mais je prétends être comme un stylo. Vous savez, tu sais, c'est comme un stylo. On le prend pour écrire sur une feuille de papier. Moi, je suis l'instrument, je suis le stylo. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui me prend et qui écrit. Moi, on m'utilise. Je me laisse utiliser par les forces de l'au-delà, par ce qu'on pourrait appeler Dieu, la nature, l'univers, peu importe selon les croyances de chacun. Ça peut être Shiva, ça peut être Jésus, ça peut être Allah, ça peut être peu importe. Pour moi, c'est l'univers, c'est le tout. Cette énergie, cette force-là m'utilise
pour faire passer des messages aux gens qui sont dans la souffrance et pour les sortir de la souffrance et les amener de la souffrance à la guérison, de la souffrance à l'amour, de la souffrance à la joie. Et donc faire ce passage, travailler sur le passage des personnes. C'est ça ma mission de vie, en fait. Accompagner les gens dans des transitions de vie importantes. Tu peux parler un peu de ce que c'est le chamanisme? Je l'attendais cette question. Moi je vois ça avec la fumée et tout, tu vois, les pipes, tout ça. La fumigation, oui, carrément, c'est une des pratiques, c'est l'un des instruments qu'on utilise dans le chamanisme, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Alors le chamanisme, dans le chamanisme, on parle de 3 plans. Le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Le chaman, c'est une personne qui va être capable de voyager entre ces différents mondes et d'aller poser des questions à des ancêtres, à des esprits, à ce qu'on va appeler des animaux de pouvoir, qui sont logés dans ces différentes dimensions subtiles et qui vont donner des réponses par rapport à des problématiques de santé, par rapport à des problématiques existentielles ou par rapport à des problématiques d'eau ou de nourriture à l'époque. Et donc le chaman va ramener ces réponses dans la matière et dans le monde d'ici et maintenant, dans cette dimension-là. Donc il va aller chercher des réponses et les ramener ici pour aider cette personne. Donc par exemple, une personne malade va aller voir un chaman pour lui demander, voilà, je suis malade, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux faire? Le chaman va aller demander à ses esprits, dans d'autres dimensions, va aller voyager pour cette personne et va aller ramener la réponse à cette question. On va aller retirer une partie de la personne, lui remettre une partie différente. Je ne rentre pas dans la précision des soins chamaniques. Mais pour simplifier, le chaman, c'est cette personne qui va être en capacité de voyager pour aller chercher des solutions face à un problème auquel il est confronté dans le monde d'ici et maintenant. Donc en ça, le chamanisme, c'est une technique très terre-à-terre. Les chamans, c'est des gens très ancrés, très pragmatiques et très terre-à-terre. Très 1 + 1 = 2. Ils sont pas du tout, ils planent pas du tout, ils sont très ancrés dans la matière. Vous reconnaîtrez les chamans par leur corpulence. Ce sont souvent des gens avec une certaine corpulence, des gens qui ont les 2 pieds sur terre et des gens qui, quand vous parlent cash. Ils mettent pas de pincettes, c'est direct. Ça, c'est un chaman. Et c'est pas du tout un être illuminé, et c'est pas du tout ce qu'on pourrait concevoir comme à l'occidental, ce chamanisme étrange, où on voit des esprits, ou je ne sais quoi. Non, non. Un chaman, ce chamanisme, c'est quelque chose de très terre-à-terre et de très utile. Et aujourd'hui, il y a des études en neurosciences qui poussent. On étudie en fait le cerveau d'une personne quand elle est en état de transe chamanique, donc de rêve chamanique, en état de conscience altérée. Et on s'est rendu compte avec les outils de la neuroscience aujourd'hui que le cerveau d'une personne en transe chamanique est le même cerveau qu'une personne atteinte d'autisme ou qu'une personne atteinte de schizophrénie. Donc ils sont en train de se rendre compte que la schizophrénie et l'autisme ne seraient peut-être pas des pathologies, les gens atteints de ces pathologies-là ne seraient peut-être pas complètement fous. Ils seraient peut-être juste bloqués dans une dimension et n'arriveraient juste pas à trouver la porte de sortie pour revenir dans la dimension actuelle. Et ça fait pas de ça des gens fous. Donc ils sont en train de chercher des traitements avec l'usage de différentes techniques chamaniques pour permettre à ces gens de revenir. Il faut savoir que pour que le chaman rentre dans ces états de conscience altérés, modifiés, il y a plusieurs outils. Soit on utilise un tambour, avec la sonorité, la vibration du tambour, le tambour rentre en vibration avec les ondes cérébrales, donc les ondes, la fréquence de notre cerveau, et permet ce basculement dans un état de conscience modifié. Ou sinon, on va utiliser des plantes médicinales qui sont connues par la majorité des gens, que sont l'ayahuasca, le San Pedro, les champignons hallucinogènes, qui sont des substances qui permettent d'accélérer ce changement de conscience au niveau du cerveau. Voilà. Je parlais de Hajar tout à l'heure, justement, j'ai une liste de mots, j'ai 30 mots, tu vas choisir un nombre compris entre 1 et 30, et il y aura un mot qui va apparaître, et tu pourras dire ce que tu veux dessus. Très bien. Choisir un nombre, du coup. 27. 27, c'est la créativité. Est-ce que tu veux détailler? La créativité. Ah là là. Alors oui, j'ai une anecdote sur la créativité. J'ai été choquée quand j'étais petite à l'école. Je me rappelle, à l'école, je sais pas pour vous tous, mais nous on faisait de l'art plastique. Et l'art plastique, c'était, voilà, vous devez faire des dessins, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et moi, j'ai toujours été très douée pour dessiner, pour faire des choses avec mes mains. Toujours très créative, toujours 36 milliards d'idées à la seconde, toujours envie de dessiner, mettre sur feuille, etc. Concevoir. Et puis, à côté de moi, je me rappelle, on était en classe maternelle, enfin non, on était au primaire. À côté de moi, il y avait un élève, et puis il n'y arrivait pas. Lui, ça sortait pas, il n'était pas doué. Et je me rappelle de la maîtresse à l'époque qui lui a dit, mais enfin, je sais plus son prénom, mais t'es pas du tout créatif, quoi. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, pourtant j'avais 6-7 ans, ça m'avait choquée. Et je m'étais dit, mais t'es qui pour dire à cette personne qu'elle n'est pas créative? Et je l'ai entendu tellement de fois depuis,
Ou des personnes qui s'auto-flageolent et qui disent tout le temps, oui, mais moi, de toute façon, j'y arriverai pas parce que je suis pas créatif. Oui, mais moi, de toute façon, je suis pas créatif, ça fait pas partie de mes qualités. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec toutes les réalisations que j'ai pu avoir, j'ai envie de dire à tout le monde, vous êtes tous créatifs. L'un des critères de la nature humaine, c'est d'être créatif. On est tous créatifs par essence. On a tous cette créativité à l'intérieur de nous. Et c'est cette créativité-là qui nous fait pousser des ailes et qui nous permet d'avancer dans notre vie. Alors par contre, pour être créatif, il faut laisser tomber le mental. Il faut se relier au cœur. Et en fait, quand on se relie au cœur et quand on se relie à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, au plus profond, toutes les idées apparaissent. Tout ce qui est logique et tout ce qui est censé nous faire vibrer apparaît spontanément. C'est quand on se met dans le mental et qu'on réfléchit avec notre tête sur ce qu'on aimerait, sur des idées, sur tout ça, et qu'on mentalise tout ça et qu'on est tout le temps en train de faire, vous savez, comme la bobine de fil. Hein. On enroule la bobine d'un fil qui est imaginaire et qui est infini. Donc on enroule, ça c'est le mental. Quand on coupe cette bobine de fil et qu'on se relie à plus bas, hein, en haut à gauche de la poitrine, là, à cet endroit, et qu'on ouvre cet endroit, on se rend compte que la créativité, comme la liberté, comme toutes ces qualités de bonté de cœur et comme la gratitude au sens large, ce sont des qualités qui sont par essence présentes en chacun d'entre nous. Le lâcher prise, quoi. C'est que tu... Oui, pour ça, il faut lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça veut dire... lâcher prise, c'est important de le rappeler. Lâcher prise, c'est comme si je vous demandais de lâcher la branche sur laquelle vous êtes appuyé pendant des années. Vous tenez des branches d'un arbre. Hein, ces branches-là, ce sont les branches qui vous permettent d'avancer, que vous pensez être les branches qui vous permettent d'avancer. Et en fait, ce ne sont pas forcément les bonnes. Donc, lâcher prise, ça va être lâcher cette branche par peur de tomber. Donc, c'est dangereux de lâcher prise parce qu'on va se casser la gueule à un moment pour aller ressauter, remonter et prendre une autre branche qui va être plus fructueuse. Donc, lâcher prise, c'est effectivement comme lâcher les neurones qu'il peut y avoir dans le cerveau. C'est lâcher ce mental. Donc, oser lâcher cette tête qui nous a guidés jusqu'à présent. Et remercier d'avoir été là. Merci à ce mental d'avoir été là jusqu'à aujourd'hui parce qu'effectivement, ça nous a permis d'arriver jusque-là. Mais merci aujourd'hui de me laisser. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, ce qui va me permettre d'avancer, c'est de me connecter à mon cœur. Donc, de lâcher ce mental. Mais il va y avoir entre deux une chute libre et une chute. Donc, quelque chose qui va être déstabilisant. On ne va plus savoir, il y a une perte de repères. Et c'est en ce sens que c'est utile de faire du yoga ou c'est utile de faire des soins alternatifs parce que toutes ces techniques alternatives de méditation, de yoga ou de bien-être au sens large, ça va vous permettre de mieux vivre cette période de transition où vous êtes en chute libre et où vous paniquez et où vous avez tendance à vous raccrocher aussi vite parce qu'en fait ça fait peur. Le yoga ou toutes ces techniques vont créer un cadre propice qui va vous permettre de faire cette transition avec beaucoup plus de calme, de paix et de sagesse et de recul. Et de ne pas vivre la transition comme une chute, mais de la vivre comme un cadeau et comme un chemin qui va vous amener vers quelque chose de plus grand, comme la fleur qui va éclore. Dans cette idée de lâcher prise, j'ai vu un post sur Instagram que tu as posté hier, je crois, contre la fatigue et les croyances limitantes. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Je te laisse boire ton thé. Alors en fait hier, je crois que ça va faire rire tout le monde ce que je vais dire. Hier je me suis levée fatiguée. Hein, il y a des jours comme ça, on se réveille. Hein, c'est pas parce qu'on s'appelle Charlotte Hoffman et qu'on fait du yoga qu'il y a des matins où on n'est pas fatigué. Il faut savoir que moi je suis comme tout le monde. Hein, je suis confrontée aux mêmes problématiques que tout le monde. Et il y a des matins, on fait chier en fait. Hein, on n'a pas envie de se lever, on est fatigué, on sait pas pourquoi on a mal dormi. Bon bref, c'était la pleine lune, l'équinoxe. Enfin bon, moi je suis très sensible à tout ça, à tout ce qui peut se passer au niveau astral dans les planètes. Et je me réveille fatiguée. Et bien sûr, réflexe numéro 1, comme tout le monde, hein, le réflexe numéro 1, c'est de se dire oui mais non. Non. Surtout non. Je suis fatiguée, oui, mais non, je ne vais surtout pas écouter la fatigue. J'ai plein de choses à faire. Là, j'ai ci, j'ai ça. J'ai dit que je vais envoyer telle affiche, tel template. J'ai tel événement qui approche, je dois répondre à telle personne. J'ai 36 milliards de mails, j'ai ceci, j'ai cela. Vous savez, le cerveau qui se met en mode... Puis là, on se dit oui, puis il y a ça, il y a... Non, mais j'ai pas le temps d'être fatiguée. Donc, alors, je me lève, là, tout de suite, je me booste, et puis j'y vais, quoi. Et en fait, on se lève... On essaye de se booster, on se plante devant l'ordi, et il n'y a rien qui sort, quoi. On a beau répondre à un mail, on se rend compte qu'on fait une faute d'orthographe à chaque phrase, on poste un truc sur les réseaux, et puis en fait on se rend compte que c'est pourri à chier, et que ça va parler à personne, et en fait il n'y a personne qui like, et puis notre post a servi à rien, vaut mieux le supprimer. Puis on lutte comme ça pendant... Hein, ça dépend des gens. Moi je vais lutter 5 minutes, parce qu'en fait maintenant j'ai compris, mais souvent on peut lutter une journée complète, à lutter contre cette fatigue, et à se dire non, je lutte, je vais aller au-delà de cette fatigue. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris hier et ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie, c'est qu'en fait, quand la fatigue est là, il faut l'accepter. Donc, il faut accepter et reconnaître qu'on a le droit d'être fatigué parfois et qu'on a le droit de se reposer.
Parce qu'il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, en fait, on se repose jamais parce qu'on est toujours en train de bosser finalement. Et hier, je me suis dit, tu sais Charlotte, plutôt que de lutter là toute la journée et du coup de ne rien faire, parce que le pire c'est ça, c'est qu'on va se planter devant l'ordi et qu'on va essayer, mais du coup on va rien faire, on va pas du tout être productif. Tu vas t'arrêter, tu vas te mettre en maillot de bain, il fait beau, tu vas aller te mettre dans un transat dans le jardin et tu vas bouquiner. Et en fait, j'ai passé 4 heures de ma journée à lire dans le jardin. Ça m'a fait un bien fou. Je suis allée me coucher très tôt le soir et je me suis réveillée ce matin en pleine forme. Et je suis intimement persuadée que si j'avais lutté toute la journée contre cette fatigue, je me serais couchée tard, grognon, et je me serais réveillée ce matin de nouveau fatiguée. Donc je pense que voilà, le lâcher-prise, il commence par le quotidien, par écouter son corps au quotidien. Alors il y a des personnes qui me diront « Oui, mais bon, moi je bosse de 8h à 20h tous les jours, je peux pas faire ça. » Oui, certes. Mais dans ce cas-là, vas-y plus lentement et ne te fourvoie pas tout seul. C'est-à-dire, dans ta tête, n'en rajoute pas une couche. Parce que c'est ça le pire. C'est ce qu'on rajoute dans notre tête. C'est ce qu'on se dit nous-mêmes. Parce qu'après, ça va être « Ah ouais, mais je suis fatiguée. Ouais, mais j'ai plein de trucs à faire. Ouais, mais du coup, je suis trop nulle. Parce que du coup, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je suis nulle parce que je pourrais pas le faire. » Donc, t'évites de faire ça déjà. Tu retires ça de ta tête et tu exprimes de la bienveillance envers toi-même. C'est « Oui, je suis fatiguée. Oui, je reconnais que je suis fatiguée. Cette journée, je vais la prendre mollo. Alors, je vais aller travailler parce que je suis obligée, mais je vais y aller tranquille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'y aller tranquille. Donc, plutôt que de faire 50 milliards de choses dans la journée, je vais en faire 5. Je vais le faire bien, je vais le faire de manière attentionnée. Et je ne vais pas me dire tous les 4 doigts, je suis fatiguée, je suis nulle. Je vais me dire, je suis fatiguée, je l'accepte, et je fais les choses avec bienveillance envers moi-même et envers le reste du monde. C'est ok, quoi. Et c'est ok d'être fatigué, on a tous le droit d'être fatigué. Mais il y en a plein qui travaillent sur eux et ils ne se donnent pas le droit de faire ça. Ils se fouettent limite s'ils font un truc mal. C'est un peu sadomasochiste. Ouais, oui, c'est un peu sadomaso et on est tous un peu comme ça parce qu'on a tous eu beaucoup de personnes ont eu cette éducation un peu de la perfection. Ouais. Il faut être parfait, sinon sois parfait et tais-toi, sois belle et ta gueule, pleurer c'est pour les faibles, la vie est un combat. Vous savez, toutes ces croyances qu'on a entendues avant l'âge de 7 ans, tout ce qu'on a entendu sortir de la bouche de notre entourage ou de nos parents, on l'a pris pour argent comptant. Parce qu'avant 7 ans, au niveau des ondes cérébrales, de la fréquence du cerveau, on vibre d'une certaine manière où tout ce qui fait que ces ondes sont tellement faibles, sont tellement basses, qu'en fait, tout ce que l'entourage va nous dire, on va l'intégrer comme quelque chose de véritable, la vérité. Donc si ta mère, en l'occurrence moi, si ma mère m'a dit en tant qu'enfant, la vie est un combat, toute ma vie, je vais me dire, la vie est un combat. Ou tous les mecs, ce sont des cons, méfie-toi ma chérie. Tous les mecs, ce sont des cons, méfie-toi ma chérie. Donc pendant toute ma vie, je vais être très masculine, très, attention, les mecs, j'arrive, tous au combat, à l'assaut, vous savez. Ou si on vous a dit, dans la vie, il faut être parfait pour réussir, dans ce cas-là, t'es parfait pour réussir. Ou réussir, ça veut dire avoir des bonnes notes. Tu as des bonnes notes pour réussir. Et quand tu as des bonnes notes, tu es content de toi-même. Quand tu as une mauvaise note, c'est la fin du monde. C'est ça, en fait. C'est toutes ces petites choses. Essayez de vous rappeler tout ce que vos parents ou votre entourage vous a dit quand vous étiez jeune. Et voyez comment ces comportements aujourd'hui, comment ces phrases ont toujours une incidence sur vos comportements d'aujourd'hui. Et trouvent finalement leur racine dans ça. Je crois qu'il y en a plein. Il y a Sois parfait, il y a Fais vite. Complètement. Fais vite, pleure pas. Moi, ma mère, c'était pleurer, c'est pour les faibles. Ouais. Donc toute ma vie, je n'ai pas pleuré. J'ai pas osé pleurer avant mes 22 ans. Sachant que je suis une hypersensible et qu'en fait, chez moi, pleurer, ça fait partie d'un quotidien. C'est comme se brosser les dents. Il faut pleurer tous les jours. Parce que tous les jours, j'ai quelque chose à déverser. Et c'est magnifique. Et en fait, vu que j'ai pas pleuré pendant des années, j'ai développé beaucoup de pathologies. J'étais tout le temps malade, tout le temps dépressive. Parce que je pleurais pas. Parce que je ne savais pas pleurer. Et le jour où j'ai osé pleurer et où j'ai dit, mais non, pleurer, c'est pas pour les faibles, en fait. Pleurer, c'est pour les forts. Parce qu'être capable de pleurer devant les autres, c'est une forme de... C'est quand on a atteint une forme d'assurance et une forme de confiance en soi. On est capable de pleurer devant quiconque à n'importe quel moment de la journée. Parce que ça nous chante de pleurer. Comme ça nous chante de rire. En fait, c'est une libération profonde. Et c'est permettre à la joie de s'exprimer davantage. Parce qu'à chaque fois qu'on est triste, on assombrit cette joie. Et à chaque fois qu'on est triste et qu'on libère la tristesse, on permet à cette joie de nouveau d'être comme un enfant. Donc finalement, c'est la liberté que de savoir lâcher ses émotions. Je dois te lâcher à quelle heure, vu que je vois que le temps passe. Oui. À quelle heure? À 30. Je sais pas qu'il arrive. Il est 18. Ah oui, purée déjà. Il me reste encore 2-3 questions sur ça. Vas-y. Ou alors, cet après-midi, tu fais quoi? Ouais, tu sais quoi, on peut se revoir cet après-midi. Faut pas que le podcast soit trop sérieux non plus, parce que la vie, il faut pas la prendre trop au sérieux. Il était comme il faut, le podcast. Très bien. Je l'ai réécouté d'ailleurs, il était comme il faut. Ah, tu l'as réécouté après? Ouais. Tous les podcasts, je les réécoute après. Mais non, c'est... Ah, tu l'as réécouté? Ouais. Tous les podcasts, je les réécoute après.
Est-ce que ça va depuis tout à l'heure, Charlotte, depuis cette pause? Ouais. Quoi Ça va? Oui. On a fait une petite pause pour manger, du coup, parce que... Ça y est, on l'a lâché. Oui, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu après cette petite pause pâtes, maïs? Ça va très bien. En plus, j'ai croisé quelqu'un qui est dans le même... très inspirant, que je voulais croiser. Et puis là, je le croise, il est juste derrière moi. Enfin, je lui parle tout à l'heure. Non, mais tu voulais vraiment le croiser? Ouais, en plus, c'est vrai, je le voyais, je me disais, il faut que je le croise. Et là, je le croise. C'est une blague. Non, c'est sûr, c'est vrai. Et moi, il descend en bas pour régler le son de la radio. Il remonte, j'étais en train de me taper un fou rire avec son chien. Et là, du coup, tu n'auras peut-être pas rigolé, j'aurais peut-être pas remarqué, tu vois. Bah ouais. Je serais passé à côté de ça. Comme quoi. Comme quoi, le rire, c'est important. Le rire, c'est la base de la vie. En fait, si vous voulez réussir votre vie, il faut rire. C'est quoi tes 3 clés de réussite? Mes 3 clés de réussite. Alors, quelles sont mes 3 clés de réussite? Ah oui, ça, j'aime bien commencer par ça va me remettre dedans. Alors, spontanément, sans réfléchir, hein, parce que comme vous le saurez rapidement, je n'ai rien préparé pour ce podcast et c'est complètement brut de décoffrage. C'est cash de A à Z. C'est bien ça. C'est spontané. Ouais. Donc, je dirais trois clés qui me viennent directement à l'idée. Pour moi, la clé numéro 1, c'est le rire. Mais vraiment, c'est prendre les choses, comme dirait l'autre, hein, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, désolé, je suis nordiste, on n'a pas choisi, hein, c'est comme ça. Comme dirait l'autre ici, il faut péter un coup. Hein, quand tu pètes un coup, ça va mieux. C'est vraiment vrai. Hein. Bah ouais, ça veut dire en fait ne pas trop se prendre au sérieux, prendre la vie comme un jeu, plutôt que comme quelque chose de compliqué, avec de la souffrance, avec des épreuves. Bah non, faut pas oublier quand même de temps en temps, oui certes il y a de la souffrance, oui certes il y a des épreuves, mais en fait quand on les prend avec un peu plus d'humour et un peu plus de recul, soudainement c'est comme si toutes ces petites choses devenaient quelque chose de plus facile à dépasser. Donc je pense que la clé numéro 1, c'est vraiment être en capacité de rire de tout ce qui nous arrive et surtout, rire de soi-même. Et ça c'est vraiment très important. Franchement, j'espère qu'un jour vous pourrez l'expérimenter. Le rire de soi-même, c'est pour moi, c'est quand vous avez atteint ce niveau-là où vous êtes en capacité de rire de vous, bah en fait, il n'y a plus rien qui vous arrête dans la vie, quoi. Enfin, c'est sans limite. La deuxième clé, c'est la dévotion, ce que je vais appeler la dévotion ou la rigueur. Parce que j'ai l'air rigolote comme ça, alors je le suis, hein, je suis très rigolote, mais je suis également, et vous serez nombreux à mon avis dans ce cas-là, j'ai un grand problème avec l'autorité, depuis très jeune, un grand souci avec l'autorité, et j'ai une personnalité qui est difficile à caser. Donc on a sans arrêt essayé de me mettre dans des cases et dire oui toi t'es comme ci ou toi t'es comme ça n'a jamais fonctionné. Parce qu'en fait j'avais besoin de me créer mon propre chemin. Et pour se créer un chemin, il faut de la rigueur et il faut de la dévotion. C'est-à-dire que j'entends par rigueur et dévotion, rigueur ça veut dire quand même avoir un rythme de vie où c'est pas qu'on se met des règles, mais on se met un rythme et on s'engage dans quelque chose et on s'y tient. C'est comme quelqu'un qui se met au sport et qui va vous dire oui bon alors maintenant je me mets au sport, je fais de la muscu 3 fois par semaine et un mois plus tard vous le recroisez, il fait plus rien. Et la rigueur, c'est être capable de prendre des engagements et de les tenir sur le long terme, parce que tout ça c'est un marathon, c'est une course qui dure longtemps et tant qu'on ne fait pas les choses sur le long terme, on ne perçoit pas les résultats et on baisse les bras. Et la dévotion, je dirais que c'est plus être en capacité tous les jours à se relier à plus grand que soi. Donc toujours prendre quelques instants dans la journée, et pour moi ça c'est une clé essentielle, je dirais que c'est une clé qui est différente de la rigueur, hein, parce que la rigueur c'est ce qui va vous permettre de vous structurer, alors que la dévotion c'est ce qui va vous permettre de vous élever, et de toujours prendre du recul, et de toujours être en capacité de voir les choses avec un peu plus de discernement. Cette dévotion c'est tous les jours s'engager à se dire qu'au moins 5 minutes dans votre journée, vous méditez, vous faites une pratique qui vous permet de vous décharger le mental et qui vous permet de revenir à l'essentiel. L'essentiel. Donc qui vous permet de revenir à votre essence, à qui vous êtes vraiment, et donc de ne pas vous laisser de nouveau, parce que c'est super facile de se laisser de nouveau remettre dans un rythme de vie de dingue, hein. C'est super facile, hein. En fait, on est confronté à ça tous les jours. Donc si tous les jours, moi, je prends pas 5 minutes pour me poser sur moi, en l'occurrence, je prends pas 5 minutes, je prends un peu plus, mais c'est selon l'emploi du temps de chacun. Mais si je prends pas ce temps, et si je ne m'engage pas à prendre ce temps tous les jours, il y a forcément un moment où je retombe dans le système. C'est inévitable. Donc je pense que ça, c'est une clé essentielle. Et quand même, une petite dernière clé, parce que je l'aime bien aussi, pour moi, la dernière clé, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est clairement
à partir du moment, l'amour, ça paraît un peu coucou quand je dis ça, ou un peu utopique, mais j'ai compris en Inde, justement, il y a 2 ans, que l'amour, ça commence par soi, en fait. Quand on est en capacité de s'aimer soi, donc d'aimer aussi bien nos parts d'ombre que de toutes nos parts sympathiques et puis extravagantes, on est capable d'aimer qui que ce soit ou quoi que ce soit sur cette terre. Et en fait, quand on s'aime réellement intérieurement, on devient libre de soi-même. Parce que quand il n'y a plus aucune barrière et qu'il n'y a plus aucune lutte intérieure, c'est comme si l'absence de lutte laissait place enfin à la liberté. Donc pour moi, ça, c'est une clé essentielle de moteur du quotidien. Et ça a commencé de manière très simple, parce que moi, je suis une ancienne personne qui se détestait, comme beaucoup de gens sur Terre. Tendance à me détester, tendance à un petit peu masochiste aussi, tendance à... Je vais avoir plein de cicatrices, je ne vais pas me scarifier, mais j'aimais bien quand même ne pas prendre soin de moi, on va dire ça comme ça. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, la clé, c'était de s'aimer, j'ai commencé par un exercice très simple. Le matin, je me regardais dans un miroir, on m'avait conseillé de faire ça, mais j'avais vraiment du mal. Je me regardais dans un miroir et puis je me disais que je m'aimais. Alors, autant dire que les premiers mois, ça a été des crises de fou rire à n'en plus finir, mais j'avais vraiment du mal à le faire, et puis j'ai rigolé pour fuir l'exercice. Et en fait, au fil du temps, quand on réintègre ça, et quand on se le répète tout le temps, on finit par le réintégrer comme une croyance. Et on finit vraiment par s'aimer profondément. Et c'est pas être égocentrique ou narcissique. C'est au contraire, c'est faire ce travail sur soi pour être en capacité de le faire avec tout le monde. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est se recentrer sur soi pour être en capacité derrière de pouvoir illuminer tout ce qu'il y a autour de nous. C'est ça le but. Et ça, c'est une clé majeure de compréhension que j'ai eue il y a quelques années. Il faut que ça parte d'un déclic. C'est quand je suis arrivée en Inde, ouais. C'est quand je suis arrivée en Inde dans cet ashram. C'est Amma. Alors Amma, il faut savoir que quand on lui demande, donc Amma, on fait bobine arrière, on est en Inde dans l'ashram de Amma. Amma, gourou, qui fait des câlins aux gens du monde entier. Il faut savoir qu'elle, quand on lui demande c'est quoi ta religion, elle répond c'est l'amour. Donc ce qui marque vraiment un séjour dans cet ashram, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour tout. Et être dans cet ashram, c'est une ouverture du cœur. C'est vraiment... Si vous allez chez Amma un jour, ou si vous avez la chance de la rencontrer, il faut savoir qu'elle vient en France. Elle fait des tournées mondiales, je crois. Elle fait des tournées mondiales, là elle est en France bientôt. Elle vient là au mois d'octobre et au mois de novembre. Et si vous avez cette chance de la rencontrer, vous verrez, vous pouvez pas ne pas pleurer, en fait. Ou ne pas avoir une émotion qui vous traverse. Tellement c'est puissant. Tellement c'est beau. Tu le ressens encore, j'ai l'impression. Ah bien sûr. Moi je suis animée en permanence par son énergie. Est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune qui voudrait partir, comme tu as fait en fait, mais cause pas, tu vois? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qui se pose en fait, qui réellement, qui se pose sur une feuille, qui se pose sur lui avec une feuille, un papier, un crayon, voilà, et qui se demande réellement, en étant tout à fait sincère avec lui-même, pourquoi il n'ose pas partir. Quelle est la réponse du pourquoi? Et en fonction de cette réponse, de voir comment on peut travailler là-dessus. Pourquoi je n'ose pas partir? Est-ce que c'est pour des raisons purement matérielles, du type, voilà, j'ai mon appartement, je suis mariée, je suis engagée dans mon travail, j'ai telle profession, j'ai ceci, cela? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, du type, j'ai peur, en fait. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur... Vraiment chercher à connaître le point d'ancrage. Qu'est-ce qui réellement profondément empêche cette personne de partir? Et quand on a cette chose, tous les jours, s'écrire le contraire dans son carnet. Donc si par exemple on n'ose pas partir parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, tous les matins en se levant, écrire « Je vais sortir de ma zone de confort. Je suis en train de sortir de ma zone de confort, ne serait-ce qu'en écrivant ceci. » Et tous les jours se le répéter. Pourquoi? Parce qu'en fait le cerveau est plutôt bien fait. Faut programmer, c'est ça? Complètement. Ouais. C'est du déprogrammage génétique, en fait, quand on fait ça. Et ça marche très très bien, vraiment. Et ça marche pour les maladies, ça marche pour beaucoup de choses. C'est de l'auto-persuasion de quelque chose. Et un autre conseil aussi, parce que souvent, la peur de partir vient pas de nous, vient des autres. Moi, dans mon cas, j'avais pas peur de partir. Mais ce qui me faisait peur, c'était le fait que mon entourage transposait ses propres peurs sur moi. Donc un conseil, en fait, avant de partir voyager, ou si vous voulez vous décider sur un projet de ce type-là, isolez-vous. Faites comme l'ours, un peu de solitude, ça fait toujours du bien. Pas de la solitude souffrance, mais de la solitude pour vous recentrer sur vous et pas être sans arrêt comme une antenne de réceptivité de tous les stress et toutes les angoisses de tous les gens qui vous aiment, qui vont forcément projeter sur vous
cette peur que eux ont et qu'ils vont transmettre sur vous. Et que derrière, vous allez penser que c'est votre peur, alors que c'est pas votre peur, c'est celle de l'autre. J'aime bien dire aux jeunes, c'est ce qu'on dit derrière je suis, tu le deviens. Complètement. Ce que tu mets derrière je suis, tu le deviens. C'est ce que tu disais justement. Complètement. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi à la fin de ta vie? Moi, j'aimerais que, à la fin de ma vie, ce que les gens... Alors, moi, pour mon enterrement, ce que j'aimerais beaucoup, je vais paraître complètement cinglée quand je vais dire ça, mais moi, j'aimerais qu'on fasse une cérémonie avec des tambours, des instruments de musique et que tout le monde rigole. Sur la fête, quoi. Complètement. Que ce soit une fête, en fait. C'est ça que je veux qu'on retienne, la joie. La joie, l'amour, et qu'on pense pas un seul instant que le fait que je parte, ça veut dire que je n'existe plus. Bien au contraire. Je crois en la réincarnation. Combien de vies, du coup? Ah ouais, beaucoup. Beaucoup. Je crois en la réincarnation et donc je n'ai pas peur de la mort. C'est un vrai sujet que j'aborde pendant mes retraites, notamment quand j'ai des groupes pendant une semaine. On aborde toutes ces questions des peurs, de la mort, qui sont des peurs quand même de tout le monde et qui sont la source de beaucoup de souffrance dans la vie. Parce que quand on a peur de la mort, ça veut dire qu'on s'identifie au fait qu'on peut disparaître. Donc ça veut dire qu'on se dissocie en permanence entre la vie et la mort. Alors que la vie et la mort, c'est la même chose. C'est juste le prolongement, c'est un prolongement. Et qu'en fait, en soi, il n'y a pas de dissociation à avoir. Et le fait de se dissocier, c'est l'origine de la souffrance sur Terre. Si tu étais multimillionnaire, est-ce que tu continuerais à faire ce que tu fais actuellement? Bah ouais, non mais j'en ferais encore plus. Si j'étais multimillionnaire, je donnerais beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire pour donner. Je donne déjà au quotidien, je donnerais davantage d'une autre façon, aussi financièrement. Pas que humainement. Mais les deux sont liés. Si t'as pas trop d'argent mais que tu donnes jamais, c'est vrai qu'apparemment il y a une corrélation qui dit que si tu as beaucoup d'argent, c'est pas forcément parce que tu auras beaucoup d'argent que tu vas donner par la suite. Du coup, complètement. Il essaie de donner et après la vie te redonnera, c'est ça? Complètement. Et ça c'est pareil, dans la tradition hindoue, on nous l'apprend vraiment dès le départ quand on va dans un ashram. Parce que dans un ashram, il n'y a rien de payant en fait. Tout est gratuit, tout est sur don. Il y a une grosse partie qui est sur don. Pourquoi? Parce que tous les gens qui sont dans cet ashram ont fait vœu de pauvreté quelque part. Ils ont fait vœu de renoncer à cette vie matérielle. Et en fait, ils ne vivent que par les donations des personnes qui viennent suivre des enseignements ou qui viennent résider dans ces lieux. Et ils t'apprennent que le don de soi, donc le don de soi à travers des actions désintéressées qu'on appelle le karma yoga, parce que dans un ashram on fait des choses, hein, on travaille pour cet ashram de manière totalement désintéressée, ou le don financier, c'est juste une façon d'apprendre qu'en fait en donnant on reçoit beaucoup plus que ce qu'on a donné. Et ça c'est tout l'apprentissage de la culture hindoue aussi qu'on peut expérimenter en Inde, mais aussi en France, hein. Il y a des ashrams en France. Moi j'y vais souvent. La vraie liberté, qu'est-ce que c'est pour toi? Ça y est, elle est repartie. La vraie liberté, ah bah oui. J'ai écrit un post il y a quelques années sur Facebook à ce sujet. C'est quand je rentrais de mes 2 années de voyage. Et je disais que c'était dingue parce qu'il avait fallu que je fasse le tour du monde. Il avait fallu que je sorte de l'endroit d'où je venais. Il avait fallu que j'expérimente tout ce voyage pendant 2 ans en sortant de ma zone de confort, etc. pour me rendre compte qu'en fait la liberté ne m'avait jamais quittée. Ouais. C'était ancré en toi, quoi. Que c'était à l'intérieur de moi. Mais qu'il y avait tellement de couches, qu'il y avait tellement de couches et de cadenas, hein, comme des chaînes autour de moi. Il y avait tellement de chaînes que je ne pouvais pas y avoir accès. Et en fait, le voyage a été l'outil qui m'a permis de faire sauter les chaînes une par une, retirer toutes les couches une par une, et me permettre de enfin pouvoir percevoir cette liberté, qui était là en fait, au plus profondément, et qui est toujours là, et qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est la vraie liberté. Parce qu'en fait, on passe notre vie à penser que la liberté, ou tout plein d'autres choses, hein, le bonheur aussi, ou la libération, peu importe, l'éveil, la guérison, on pense que tout ça est à l'extérieur de nous. On est sans arrêt en train de chercher des solutions qu'à l'extérieur, à se dire « Oui, mais moi, je serai libre le jour où je serai en retraite. Oui, mais moi, je serai heureux le jour où je ne travaillerai plus. Oui, mais moi, je serai heureux le jour où je gagnerai de l'argent. » Donc, on pense tout le temps qu'en fait, le bonheur, que tout ça, ça dépend de l'extérieur. Et en fait, c'est totalement faussé, parce que si toutes ces choses-là dépendaient vraiment de l'extérieur, comment voulez-vous ou veux-tu que ça perdure dans le temps, si ça dépend de causes externes qui sont totalement perméables et totalement changeantes en permanence. Tout est en changement permanent, l'univers est en changement permanent. Donc si on fait reposer ça sur de l'extérieur, le jour où cet extérieur s'effondre, ben on déprime.
Donc en fait, toutes ces qualités-là, elles sont allées chercher à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on a compris que tout ça, c'était à l'intérieur, en fait, on est heureux tout le temps. Peu importe qu'il y ait un tsunami, peu importe qu'il y ait quelqu'un qui décède, peu importe que ceci ou que cela, on est heureux parce qu'on le porte à l'intérieur de soi. Et ça, on ne peut pas nous le retirer, c'est là. C'est là, quoi qu'il advienne, c'est là. Il y a un travail d'introspection à faire. Complètement. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour finir? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Ah là là. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, l'épicurieuse / Charlotte Hoffman ou Charlotte Hoffman. Donc j'ai une page, et je fais très professionnel quand je dis ça. Une page qui s'appelle l'épicurieuse ou un profil personnel qui s'appelle Charlotte Hoffman. J'accepte tous les gens, faut savoir. À part quand vraiment... Non, j'allais dire une bêtise. Tu peux dire une bêtise. Donc oui, j'accepte vraiment beaucoup de monde. Et je n'ai pas encore de site internet, ce serait que tardé. Mais toutes mes activités sont sur la page Facebook. Tu fais beaucoup des retraites, c'est ça, de yoga, tu fais? Retraite de yoga, week-end, journée. Je suis dans la France entière, donc j'étais à Paris la semaine dernière, je suis à Nantes la semaine prochaine, je suis à Lyon la semaine d'après, à Toulon la semaine encore d'après. Donc je voyage beaucoup, je suis en itinérance, et l'idée c'est le plus possible de pouvoir essaimer toutes ces petites graines là où je passe. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin, une phrase? Ce que tu veux, c'est pour toi. Le mot de la fin. Le mot de la fin, ah ouais, n'oubliez surtout jamais de remercier la vie d'exister et de célébrer la vie tous les jours. Parce que la vie, c'est un cadeau. Merci à toi, Charlotte. Je t'en prie. La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur Apple Podcast.